notre second débat de ce sens public avec cette question: faut-il faire payer les touristes qui viennent visiter Notre-Dame de Paris? Cette proposition de la ministre de la Culture a fait polémique, mais elle ouvre un vrai débat, un débat majeur. Comment financer notre patrimoine qui pèse, regardez, déjà 10% du budget du ministère, le patrimoine monumental. Avant de répondre à cette question avec nos invités, direction la cathédrale de Saint-Flour, on est dans le Cantal, où des jambons servent à payer les travaux. Ça vous intrigue? Bah oui, c'est normal, c'est pour ça que je pose la question. Regardez ce reportage signé Adrien Pain. Juste sous les cloches, à 900 mètres d'altitude, des dizaines de jambons suspendus dans l'une des tours de la cathédrale de Saint-Flour. Ils sèchent ici pendant près de 3 mois, exposés au vent frais caractéristique de la commune. Une initiative lancée il y a 2 ans pour financer des travaux de rénovation grâce à la vente des jambons. Ils avaient même été bénis par l'évêque au lancement du projet. Le résultat est quand même très satisfaisant. Ouais. Il a fait son idée. 16 000 € récupérés grâce aux ventes ont été investis pour rénover cet orgue. Le propriétaire qu'est l'État a entretenu ces dernières années. La cathédrale de Saint-Flour est bien entretenue, mais on voit bien que les financements sont de plus en plus difficiles. Et il a fallu beaucoup de travail et donc beaucoup de finances pour remettre cet orgue en état. Une manne financière que l'association des Amis de la cathédrale a failli perdre. Coulure de gras, visite non autorisée, l'architecte des Bâtiments de France dénonçait des problèmes de sécurité et a réclamé il y a quelques mois la fin de cette pratique. Fin octobre, la ministre de la Culture s'empare du dossier. Rachida Dati donne finalement son accord, les jambons peuvent rester dans la cathédrale. Un soulagement à Saint-Flour, d'autant plus que cette histoire, reprise par la presse, a donné un sacré coup de pub aux jambons de Saint-Flour. Alors, vu l'actualité, il y a une énorme demande. Et effectivement, nous sommes un peu en rupture de stock. Donc, les prochains jambons seront disponibles, on va dire, début d'année, janvier, février. Ces jambons secs viennent d'une coopérative d'éleveurs du Cantal, à Aurillac, à 1 heure de là. Seuls les meilleurs morceaux, la fine fleur de cette viande auvergnate, partent pour la cathédrale de Saint-Flour. Ils nous ont sollicités et nous on a répondu banco. Les meilleures pièces, c'est ceux-là qui sont finis d'affiner à la cathédrale. Et c'est pour ça que ces jambons se retrouvent sur les meilleures tables des restaurants étoilés. Ils se sont même déjà retrouvés dans les cuisines de l'Élysée. La cathédrale a encore 20 000 € de côté grâce aux ventes des jambons pour de futures rénovations. Non, bon. Alors évidemment, ce sujet nous fait tous réagir et on a goûté le jambon de Saint-Flour à la rédaction de Public Sénat. Il est vraiment délicieux. Alors, faut-il faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris? C'est le titre de notre débat. J'accueille Pierre Ouzoulias, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes sénateur communiste des Hauts-de-Seine, historien, archéologue et co-rapporteur d'une mission sénatoriale sur l'état du patrimoine religieux. Marie-Amélie Tech, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes architecte du patrimoine, artiste, auteur de ce livre Notre-Dame à cœur ouvert, publié aux éditions Pierre Tecky. Bertrand Lefebvre, bonsoir et bienvenue. Vous êtes vice-président de la Fondation du patrimoine et évidemment Sophie Dravinel est restée à mes côtés, éditorialiste politique. Je vous propose un chiffre. Je ne vais pas vous faire réagir sur le jambon. Est-ce qu'on mange du jambon divin? Est-ce qu'il y avait effectivement des gros risques à les maintenir à cet endroit? Bref, en revanche, on va vraiment se pencher sur l'état de nos monuments historiques avec ce chiffre 46 463 monuments historiques qui sont protégés en France. Un quart d'entre eux sont considérés en mauvais état, voire en péril. Est-ce que ça vous fait dire, Pierre Ouzoulias, vous qui avez beaucoup travaillé sur ces questions, que le patrimoine français, pas seulement religieux, mais le patrimoine français est en péril? Non. Pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Il y a des problèmes. Il faut pas les cacher. Il y a une demande de moyens supplémentaires. Il y a une grosse demande d'ingénierie culturelle. On en reparlera ensemble. Mais non, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, le patrimoine, et notamment le patrimoine religieux, n'est pas en si mauvais état que ça. Mais il faut s'en préoccuper, bien sûr. Parmi ces monuments protégés, alors il y a une majorité d'églises, il y a aussi des châteaux, des remparts, des lavoirs, des stades, des maisons d'artistes, des parcs paysagers, je ne vais pas faire toute la liste. On va faire de la pédagogie pour commencer, Marie-Amélie Tech. De monuments protégés ou classés. Ce sont deux choses différentes, c'est ça? Alors, le monument historique a 2 niveaux de hiérarchie dans la protection. Les 2 sont classés. On le nomme inscrit, on le désigne inscrit lorsque la nation lui reconnaît une reconnaissance à l'échelle régionale. Une reconnaissance artistique, et classé, c'est le niveau au-dessus, c'est une reconnaissance à l'échelle nationale.
Voilà, ça donne droit à des subventions, à des, je sais pas, des travaux défiscalisés. Enfin, j'essaye d'imaginer ce que ça peut changer. Alors, dans la vie d'un propriétaire privé, qui sont la moitié des propriétaires de monuments historiques, les autres sont souvent des collectivités, des mairies, des régions, des départements. Alors, d'abord, on est sous la vigilance, j'allais dire le contrôle, mais c'est aussi du contrôle de l'État, puisque l'État désigne un monument et l'État donc a un droit de regard au nom de la nation pour préserver, conserver, entretenir ce monument. Donc, le propriétaire a des devoirs quand même. Il est sous la vigilance de l'architecte des bâtiments de France, qui a un rôle de conservateur pour son département, des architectes du patrimoine dont je fais partie et des architectes en chef des monuments historiques qui peuvent intervenir à titre privé ou public sur l'entretien, la maîtrise d'œuvre sur ces monuments. Donc oui, on est sous le regard d'une administration compétente pour juger de travaux de sauvegarde. Et donc dès qu'il y a péril, évidemment, on est sommé de restaurer son édifice et on se doit de l'entretenir pour les générations futures. On n'est plus tout seul dans le maillon. Oui, on s'inscrit dans une frise historique. Est-ce que ça a été pire? Écoutez, Catherine Pégard, la présidente du château de Versailles, se souvenir d'une époque où les toitures fuyaient. Le château n'est pas dans une mauvaise situation comme il pouvait l'être après la guerre, où les toitures fuyaient, où les jardins étaient totalement en jachère. Mais si l'on veut sauvegarder cette offre culturelle du château de Versailles, et si l'on veut que le château de Versailles continue de rayonner dans le monde, eh bien évidemment, il ne faut pas arrêter tous les travaux, tous les chantiers qui sont ouverts pour en assurer la sauvegarde et pour l'ouvrir au public. Catherine Pégard qui réagissait fin 2020, après une année évidemment marquée par les fermetures Covid qui avaient coûté très cher au château de Versailles. Bertrande Fédot, on est, vous l'avez compris, dans ce premier chapitre sur une sorte d'état des lieux. Il y a eu bien pire dans notre histoire sur la situation du patrimoine français ou pas? Sûrement. Je pense que le patrimoine français était en bien moins bon état à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Ouais. Et qu'il y a eu un très gros effort qui a été fait, qu'il faut saluer. À la fois au niveau des propriétaires particuliers qui ont souvent des charges de famille qui sont lourdes et au niveau des communes qui sont propriétaires de 40 000 églises en France. Donc il faut d'abord saluer cet effort. Le problème est en fait devant nous parce que, notamment pour le patrimoine religieux, la moindre fréquentation de ce patrimoine fait qu'il est très souvent fermé et chacun sait qu'une maison fermée s'abîme. Et donc, le vrai sujet, c'est que une municipalité propriétaire d'une église hésite à entreprendre des travaux sur une église qui n'est plus ouverte suffisamment. Et donc, on s'aperçoit vite aujourd'hui que les problèmes s'accumulent devant nous et que le vrai sujet, c'est pour les 20 prochaines années. Et si on fait l'inventaire des travaux à faire sur ce patrimoine qui est moins utilisé, on est en face d'un vrai problème, non seulement financier, non seulement architectural, mais devant un vrai problème sociétal. Et c'est cela dont il faut se saisir. Et c'est sans doute pour ça que la ministre de la Culture, Rachida Dati, a proposé de faire payer aux touristes l'entrée de Notre-Dame de Paris. On va en parler tout de suite avec Quentin Calmet, qui doit être juste derrière le rideau magique de Sens Public. Rebonsoir Quentin. Vous allez dire, est-ce que c'est à moi? Oui, c'est à vous. Ça s'est joué à quelques secondes, c'est ça? Bon, très bien, c'est parfait. Rachida Dati qui a répondu aux inquiétudes, notamment vis-à-vis du respect de la loi de 1905. Oui, c'est effectivement l'une des principales critiques formulées au moment de la proposition de la ministre de la Culture qui souhaite faire payer 5 € l'entrée de Notre-Dame pour financer la restauration de toutes les églises de France. La loi de 1905, pour rappel, sur la séparation de l'Église et de l'État, dispose dans son article 17 que la visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques. Elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. La ministre de la Culture a donc répondu aux sénateurs sur cette question. D'ailleurs, c'était une remarque que vous aviez fait, elle répondait à une de vos remarques. C'était donc la semaine dernière en commission de la culture au Sénat. On écoute. On n'a pas besoin de remettre en cause la loi de 1905 pour pouvoir récupérer des fonds par le biais de cette participation de 5 € supplémentaires pour pouvoir consacrer à la restauration de l'ensemble du patrimoine religieux en territoire. Et ça, sur les dispositifs, je pourrais évidemment m'en expliquer, mais on n'a absolument pas besoin de toucher à la loi de 1905 pour arriver à cela. Sur les tarifs différenciés, ça existe dans d'autres pays, il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas le mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie.
Et la ministre de dire également en audition, il faut être innovant, sinon on met des impôts partout et on ferme la boutique. Et alors le diocèse de Paris est opposé à cette idée. Voilà, l'Église catholique de France a tenu à rappeler qu'elle était attachée, je cite, à la gratuité du droit d'entrée dans les églises. À Notre-Dame, pèlerins et visiteurs n'ont jamais été distingués, explique le diocèse de Paris dans un communiqué. Les offices sont célébrés pendant les visites et les visites se poursuivent durant les offices. La cathédrale reconnaît néanmoins qu'une séparation matérielle est mise en place dans certains édifices religieux en Europe, mais estime que cela priverait pèlerins et visiteurs de la communion entre tous, qui est l'essence même du lieu. Et effectivement, on a des exemples. Thomas, l'entrée de l'abbaye de Westminster coûte 35 € à Londres. La Sagrada Familia à Barcelone, c'est 26 €. Écoutez le président centriste de la Commission de la Culture qui, lui, est favorable à cette idée. Il était au micro de Public Sénat il y a quelques jours. Il souhaite même aller plus loin. Des cathédrales qui sont très visitées. Bien sûr, la ministre a parlé de Notre-Dame, mais on peut citer d'autres cathédrales. Moi, je souhaite que la réflexion soit étendue à d'autres cathédrales. On peut penser à Reims, à Chartres, par exemple. Ça se passe ailleurs, hein. Vous savez, vous avez tous constaté, en Italie, en Espagne aussi, je crois, qui sont des pays pour lesquels la religion catholique a un poids important. Ils le font. C'est, je crois, une nécessité aujourd'hui pour avoir un patrimoine, notamment religieux, qui soit bien entretenu. Voilà pour la réaction de Laurent Lafont. Et alors, il y a ce terme de tarif différencié dont a parlé la ministre. De quoi il s'agit? Eh bien, on comprend que ce serait 2 files d'accès à Notre-Dame. L'idée est bien de permettre aux croyants d'avoir accès aux zones de culte de la cathédrale, mais de rendre certaines parties de la visite du monument payantes, celles qui n'ont pas de lien direct avec le culte. C'est là que certains sont sceptiques. Écoutez une deuxième réaction, la sénatrice tendance droite Macron compatible, Laure Darcos. Je ne vois pas de toute façon comment, de manière concrète, on pourrait faire la différence entre les personnes qui vont aller prier et celles qui vont juste visiter. Alors, le fil d'attente, ça vous... C'est compliqué. Alors, dans certains pays, ça se fait, hein, et on paye en effet pour des grands édifices une petite obole, mais je pense que ça va être plus compliqué. Donc, je suis dubitative. Je trouve que le principe était bon, mais je suis pas sûre que ça soit possible en France. Alors on verra si l'idée est finalement mise en place et quand. Aujourd'hui, les collaborateurs de Rachida Dati nous ont simplement fait savoir que la proposition de la ministre est en cours d'étude, je cite, et qu'elle aura l'occasion de s'exprimer sur les suites de sa proposition prochainement. Fin de citation. Merci beaucoup. Quentin, Pierre Ouzoulias, je commence avec vous. Peut-être sur le principe pour commencer. Et puis ensuite, on va effectivement discuter de la faisabilité. C'est peut-être un peu compliqué, mais déjà sur le principe. Sur le principe, alors il faut rappeler ce qu'est en France la séparation de l'Église et de l'État. Tout le monde parle de la loi de 1905, mais finalement, il y en a très peu qui la connaissent. Donc, il faut rappeler que toutes les églises sont propriété des communes et les cathédrales sont propriété de l'État. Mais la loi de 1905 dit clairement que c'est le curé, l'affectataire, qui dispose librement de tout l'espace cultuel. Donc quand, comme à Notre-Dame de Paris, l'évêché dit qu'il refuse d'organiser une visite payante, c'est son mot qu'il faut écouter. Oui. Voilà. Et ça ne peut pas se faire. Sinon, en effet... Si on respecte la loi, c'est fini. Le diocèse a dit non, c'est fini. C'est fini. Sinon, il y a une forme de transgression de la loi de 1905 et ce que j'ai dit. Et vous voyez bien que la polémique a continué, puisque le président de la République, dans un premier temps, voulait participer à l'inauguration, à la remise des travaux de restauration de la cathédrale Notre-Dame à l'intérieur. Et finalement, il est sur le parvis. Pour les mêmes raisons. C'est une séparation claire entre ce qu'est le pouvoir de l'État, propriétaire de la cathédrale, et le pouvoir du clergé, qui est le seul affectataire. Voilà. Et après, bon, moi je suis pas croyant, mais je trouve que ce que dit l'Église est fort. Il y a un espace à Paris où tout le monde peut rentrer. Il y a un accueil qui est universel et c'est l'un des rares endroits où c'est gratuit, c'est pas payant. Oui. Ça, c'est des choses qu'il faut préserver. Ça, c'est aussi notre patrimoine. Ça. Alors, votre avis à l'une et à l'autre. Je commence avec vous, Maria Militech. Est-ce que l'architecte du patrimoine que vous êtes applaudit au principe en se disant ah ben oui, 75 millions d'euros par an, on en aura besoin? Oui, bien sûr qu'on a besoin de 75 millions et même de beaucoup plus. Beaucoup plus, ouais. Néanmoins, je ne crois pas que ce soit à Notre-Dame
à fournir les 75 millions. Non seulement elle est gratuite, mais surtout elle est donnée, Notre-Dame. Et je rejoins les mots du diocèse à ce sujet. Elle accepte tout le monde de manière inconditionnelle. Et je crois que ça, c'est important. Une église est un programme. Ce n'est pas un programme de musée, ce n'est pas une salle des pas perdus, ce n'est pas une galerie d'art du tout. La beauté y est révélée à tous. Et je crois que Notre-Dame, et surtout depuis l'incendie, a révélé sa dimension universelle. Notre-Dame est facetée par la lumière de toutes les cultures. Donc en plus, elle a même transcendé, je veux dire, elle est sortie du champ de l'Église et le champ catholique. Mais l'argument consiste à dire, il y a Westminster à Londres, la Sagrada Familia à Barcelone, ce sont aussi des hauts lieux de culte, de recueillement, de spiritualité. Et on paye. Assez cher d'ailleurs, 35 € d'un côté, 25 de l'autre. Mais je crois que la cathédrale en France, alors après l'Espagne et l'Italie ont notre histoire, mais se doit d'être cette église ouverte à une assemblée universelle. Et pour garantir une assemblée universelle au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, en plus ce n'est pas rien symboliquement dans l'histoire du pays, c'est aussi un livre d'histoire ouvert en pierre. Je crois que ces pierres ont quelque chose à nous dire et à tous. Et donner, et même 5 € de manière symbolique. Alors justement, si c'est que symbolique, du coup, ça ne sert à rien. Et 75 millions... Si ça rapporte 75 millions. Au regard du patrimoine, des 40 000 monuments historiques, des 15 000 églises et du péril, c'est même pas à l'échelle. Et je crois que c'est aussi une manière pour l'État de se désinvestir encore une fois des dotations habituelles via la DRAC, qui sont toujours réduites. Donc, à un moment, je crois qu'il faut se poser les vraies questions de la vacance des édifices, de raviver la flamme au bon endroit. Mais je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question d'argent. Bertrande Feydeau, la Fondation de France, elle s'est prononcée en faveur de cette idée. Pourquoi ? Je ne parle pas au nom de la Fondation de France. Non, la Fondation du patrimoine, pardon, la Fondation du patrimoine. Non, elle n'a pas pris de position. La Fondation du... idée de solidarité nationale intéressante, aménagement possible comme au Sacré-Cœur, enfin c'est ce qu'on a dit. Non. Ce que nous avons dit, c'est que cette question relève exclusivement de la relation entre l'État qui est propriétaire et l'affectataire. D'ailleurs, la comparaison avec l'étranger a ses limites, parce que l'histoire de la laïcité en France est très spécifique. Elle a été traitée après des incidents importants par cette loi de 1905. Et ce qui est vrai, Pierre Ouzoulias l'a très bien rappelé, c'est qu'une décision comme ça ne peut pas se prendre sans l'accord et l'avis positif de l'affectataire. Oui, j'entends ça. Pardon, je vais vous interrompre parce que le directeur général de la Fondation du patrimoine a dit ceci, je ne l'invente pas. Ce qui est proposé par la ministre, c'est une idée de solidarité territoriale. Les visiteurs de Notre-Dame, à travers ce ticket d'entrée à 5 € financeraient la restauration du patrimoine religieux des petites communes, qui est celui qui est le plus menacé. Les besoins de financement, c'est plus de 700 millions. Donc à un moment, il faut trouver des solutions. Oui, c'est quand même très positif comme réaction. Là, à ce niveau-là, je suis d'accord. Si vous voulez, l'exemple que nous avons donné, par exemple, avec la gestion du loto du patrimoine, montre que nous avons une structure qui est capable, par son maillage territorial, la Fondation du patrimoine a 1000 bénévoles sur le terrain, ce qui nous permet d'être en contact pratiquement avec toutes les communes de France. Donc nous sommes parfaitement capables de venir en appui des autres circuits, notamment des DRAC, de l'État, de la région, des départements, pour mettre en place des financements. Et ceci se fait dans un parfait professionnalisme. Et c'est clair que si on peut abonder d'une façon ou d'une autre, peu importe, à ce type de financement, nous sommes preneurs et nous sommes capables de le mettre en œuvre. Bon, une solution parmi d'autres, c'est ce que j'entends. Sophie. Oui, absolument. Moi, ce que je vois là, si je peux me permettre, et ce que j'entends en vous écoutant, c'est un bras de fer politique quand même. Et c'est vrai que ce bras de fer qui se joue et que Rachida Dati, qui est très habile dans ce genre de bras de fer, a engagé, avec le soutien de Bruno Retailleau, qu'on aurait pu attendre ailleurs, c'est parce que l'Église catholique en France, et d'ailleurs ailleurs, est quand même très affaiblie. Mais en France en particulier, pourquoi est-ce qu'elle est très affaiblie ? Elle est très affaiblie par tous les scandales qui l'ont ébranlée. Des scandales humains, des scandales importants, le dernier en date avec l'abbé Pierre et d'autres encore. Et c'est la difficulté qu'elle a eue à y répondre, et la difficulté encore qu'elle a à y répondre qui est en jeu ici, et dans laquelle s'engouffre le gouvernement de façon sans doute assez injuste par rapport aux fidèles, s'ils ne peuvent plus, si les églises sont transformées en musées, mais c'est aussi, comme vous l'avez dit, la faute des fidèles qui ne pratiquent plus, qui ne vont plus dans ces églises, et c'est ça la difficulté depuis le Covid en particulier, et c'est cette difficulté et qui fait aussi trembler l'Église à cause du denier du culte. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, le denier du culte, mais c'est cette espèce d'impôt que les catholiques donnent à l'Église et
qui, je crois, mais je parle sous votre contrôle, parce que vous êtes un grand spécialiste des deniers, en ce moment, ça manque, et ça manque beaucoup. Et d'où la difficulté, et d'où les tensions, y compris au sein même de l'Église. Alors, c'est effectivement, ça, merci beaucoup, Sophie, ça ouvre une partie du débat qui est très intéressante. Maria Militech, parce qu'il y a peut-être certains de nos téléspectateurs qui sont pas croyants et qui se disent, mais après tout, pourquoi rénover les églises? Pourquoi on irait dépenser de l'argent pour rénover les églises? C'est une très bonne question. Je crois qu'il faut se la poser. Il faut regarder dans les yeux ce patrimoine. Alors moi, j'ai une vision très partielle et morcelée, puisqu'on m'appelle quand ça va pas bien. Donc on m'appelle quand les toitures sont effondrées, etc. Mais qu'il y a quand même une envie. Une envie à concrétiser. Alors au moyen, alors on en parlera sans doute, de l'ingénierie, une ingénierie culturelle très lourde, très complexe et sachant à mettre en œuvre. Mais en effet, je crois que c'est une question qu'il faut se poser. Quand il pleut chez nous, on a tout de suite envie d'étancher le toit, de fermer des fenêtres, de remplacer une vitre. Si on ne le fait pas dans les églises, c'est parce qu'il n'y a pas de demande. Personne ne sait qu'il pleut puisqu'elle est fermée depuis 1 an, 2 ans. Donc il faut se poser la question de resociabiliser peut-être autrement ce lieu, faire une coexistence d'activités, le vivre autrement. Et ça peut rester une église tout dans sa vocation d'accueil avec peut-être des programmes en plus. Mais alors effectivement, si une église n'est plus utilisée pour ce qu'est son rôle, quoi. Je trouve pas mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fonctionne culturel. Pourquoi ne pas la transformer en musée, quoi, et donc faire payer les touristes? Mais je pense que les églises de France sont le plus grand musée, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art à l'intérieur. Et quand on a fait notre rapport sénatorial avec ma collègue Anne Von-Talon, on s'est aperçu par exemple qu'il y avait des fonds au ministère de l'Intérieur pour aider les maires à constituer des vitrines blindées dans les églises. Pour protéger les œuvres d'art. Et afin de les présenter. Ces fonds ne sont pas utilisés. Voilà. Et ça montre bien que c'est pas uniquement un problème d'argent. Et c'est aussi et surtout un problème, vous l'avez dit très justement, d'aide à la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que quand vous êtes le maire d'une petite commune de 220 habitants, comme l'a été mon grand-père sur le plateau de Millevaches, c'est très difficile d'aller chercher de l'argent, de trouver un architecte, de trouver une entreprise. Méconnaissance, par méconnaissance, et parce que c'est des dossiers complexes. Et les services de l'État sont dans l'incapacité aujourd'hui de fournir ce conseil aux maires. Mais là, l'exemple que vous donnez, qui est quand même assez édifiant, pour cet argent du ministère de l'Intérieur, il n'est pas utilisé parce que les maires ne le savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il existe une possibilité, parce que très logiquement, ils vont vers le ministère de la Culture. Et là, l'argent est au ministère de l'Intérieur, chez monsieur Retailleau. Personne ne le sait, ça. Nous l'avons découvert. Et l'Église ne donne pas ces pistes pour y avoir accès? Non, vous savez, il y a Bertrand de Fédot. Il y a une étude qui est sortie récemment que je trouve extrêmement intéressante sur l'état de santé des maires ruraux de France et sur les éléments qui causent leur stress. Et ce qui est cité en premier, c'est le problème de la gestion des subventions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est devant un espèce de dédale qui fait que, avant d'arriver à avoir une connaissance précise des moyens financiers auxquels un maire peut avoir accès, eh bien, c'est trop compliqué. Et puis, on est en face d'un devis fait avec beaucoup de soin par un architecte du patrimoine qui vous dit, voilà, si vous voulez refaire votre église totalement, ça coûte tant. Et ces devis sont généralement très élevés, sans faire le partage entre ce qui est immédiatement nécessaire. Et puis ces devis, souvent, font référence à des situations de péril. Et donc le maire se trouve dans sa responsabilité, et même sa responsabilité pénale, à devoir assumer une situation de péril qui lui est dévoilée par un sachant qui est un architecte du patrimoine. Et donc vous voyez qu'on est devant une situation qui est très anxiogène et qui, au fond, ne facilite pas la décision. Et je pense que parmi les efforts qu'il faut faire rapidement, c'est un effort d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour toutes les communes qui leur permettent à la fois d'avoir un jugement sur les devis qui leur sont proposés par ces architectes qui font bien leur travail. Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est immédiatement nécessaire? Ça, c'est à l'État de le fournir, cette assistance à maîtrise d'ouvrage? Pas forcément, mais je pense que la Fondation du patrimoine peut jouer son rôle là-dessus. D'accord. Et je dois vous dire d'ailleurs que dans la dernière souscription qui a été lancée pour les églises de France, il y a une disposition qui est très novatrice et qui est intéressante, c'est que nous devons consacrer, je dis nous parce que c'est la Fondation du patrimoine qui est chargée de la gestion de cette souscription, nous devons consacrer 10% à l'assistance et à l'engineering. Et ça, je pense que c'est une mesure qui est extrêmement importante parce que c'est ce qui permet d'éclairer le jugement d'un conseil municipal, de savoir ce qui est absolument nécessaire dans l'immédiat pour s'opposer à un arrêté de péril et, en outre, d'essayer de faire converger tous les financements qui sont disponibles pour
bâtir. Alors, vous avez employé les uns les autres ce mot ingénierie culturelle, c'est quoi? Alors, l'ingénierie culturelle, oui, c'est un mot un peu compliqué. Ça aide en fait le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire. Oui. L'ingénierie, c'est tout ce qu'il peut mettre en œuvre pour sauvegarder la dite église. Alors à la fois aller chercher du côté de la DRAC, de la Conservation régionale des monuments historiques, du côté de la région, du département, de la Fondation du patrimoine, qui sont formidables sur le terrain avec leurs bénévoles départementaux. Mais cette ingénierie-là, il n'en a pas connaissance parce que le maire, nous on a la case ministère de la Culture, donc on la connaît, mais lui il a aussi les finances, et puis il a l'éducation nationale, et puis la route, etc. Alors, je vais poser la question. Est-ce que s'il maîtrise cette ingénierie, il peut trouver de l'argent? Oui. Forcément. Oui. Forcément. Non, mais parce qu'on n'arrête pas de nous dire que les caisses de l'État sont vides. Donc, est-ce qu'il y a... Et vous nous disiez tout à l'heure, on a trop souvent sacrifié le patrimoine, en quelque sorte. Oui, on l'a sacrifié, mais il y a de l'argent, moi je trouve, qui, sur le terrain, est animé de beaucoup de force. Mais pour autant que les bâtiments aient de la valeur, si je peux me permettre. Parce qu'il y a aussi énormément d'églises, je pense, dans l'ouest de la France, et je parle sous votre contrôle, qui ont un intérêt patrimonial moindre, qui sont des églises du 19e siècle. Et moi, j'avais écrit... Oui, mais en tout cas, j'avais écrit des papiers, je sais plus, j'étais dans les années 2005-2006 déjà, sur des destructions, dans le Figaro, sur des destructions d'églises à coups de boutoir. Alors évidemment, ça crevait le cœur des habitants du village, pour certains, mais en l'occurrence, ça n'avait aucune valeur patrimoniale. Pierre Ouzoulias, qui va se charger de dire cette église a de la valeur patrimoniale et celle-ci n'en a pas? C'est un sujet très difficile et vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'églises qui ont été construites dans la seconde partie du 19e siècle, avec aujourd'hui une appréciation esthétique sur les bâtiments qui est limitée. Par ailleurs, c'est des bâtiments qui ont été construits vite, avec des techniques modernes qu'on maîtrisait mal. Voilà. Le ciment, le béton. Et aujourd'hui, c'est ceux qui sont à la fois les plus mal aimés et qui réclament le plus d'argent. D'accord, et qui devraient mobiliser le plus d'argent. Voilà. Donc, dans le domaine du patrimoine, on commence par l'inventaire. On fait l'inventaire de tous ces bâtiments et après, on regarde ce qui mérite d'être classé, donc qui a une protection supérieure, et puis ce qu'on va abandonner parce qu'on ne pourra pas tout protéger. L'inventaire n'est pas fait. On reparle de Notre-Dame de Paris dans un instant, mais je veux bien vous entendre là-dessus. Comment choisir entre les églises à rénover? Je ne sais pas s'il faut choisir entre les églises, parce que le vrai critère, c'est l'attachement des gens à leur église. Mais pour revenir une seconde sur les municipalités, je voudrais vous donner un exemple concret. Prenez une commune de 1000 habitants. En gros, elle a un budget d'1 million par an. C'est facile à retenir, ça fait 1000 euros par habitant et par an. Bon. Elle a une église. Elle fait faire une étude par un architecte du patrimoine qui fait bien son boulot et qui lui dit, voilà, si vous voulez rénover votre église, vous en avez pour 1,5 million. Vous voyez les ordres de grandeur. Et à ce moment-là, le maire et le conseil municipal se disent, mais comment est-ce que je peux faire pour je vais pas sacrifier tout le reste, pour trouver 1,5 million alors que j'ai 1 million de budget. Bon. Et c'est là que, d'abord, il faut dire sur ce 1,5 million, qu'est-ce qui est urgent? Qui peut conseiller au maire de lui dire, oui, voilà, il y a 300 000 euros qui sont urgents. Bon. Et après cela, la mairie, elle a monté son financement et il y a un reste à charge qui est de 20% pour la commune. Bon. Et ce 20%, si c'est 1 million, ça fait encore 200 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent. Eh bien, on sait très bien au niveau de la Fondation du patrimoine que nous sommes capables d'abonder à ce reste à charge et de le ramener, par exemple, à 10%. Et donc tout ça, c'est ça l'engineering financier et le conseil que l'on peut apporter à une municipalité pour arriver à prendre une décision qui permette de sauver. Il y a peut-être des élus, des maires de petites communes qui nous regardent et qui disent, ah bah tiens, super, grâce aux invités de Sens Public, je vais me lancer dans les travaux. Si on a réussi à faire ça dans une commune, on sera déjà content d'avoir organisé ce débat. Revenons à Notre-Dame, évidemment, Sophie, parce que vous l'avez évoqué, il va y avoir la réception des travaux, la réouverture de Notre-Dame. On peut dire, Sophie, que c'est la fierté de tous les Français. Absolument. Et il y a quelques jours, un décès soudain, une nuit, chez lui, a marqué la communauté de ceux qui se sont engagés depuis des années dans la restauration de Notre-Dame de Paris. Celui d'Azdine Edna, un échafaudeur de 64 ans. Une des figures marquantes du chantier, selon Philippe Jost, à la tête de l'établissement public chargé des travaux. Cet artisan du renouveau de la cathédrale allait prendre sa retraite et allait recevoir une médaille le 8 décembre. Elle lui sera d'ailleurs décernée, je crois, à titre posthume. Absolument. Et il disait, Notre-Dame, c'est la fierté de ma vie.
Avant lui, à l'été 2023, lors d'une randonnée en montagne, un autre décès soudain avait marqué les esprits de la communauté de ce chantier immense, celui du général Jean-Louis Georgelin. On s'en souvient, il avait reçu, Thomas, la mission de la restauration des mains d'Emmanuel Macron. Notre-Dame aussi était sa fierté. En réalité, c'est la fierté de tous les Français. Et pour l'illustrer, rien de mieux sans doute que les paroles de Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute, c'était il y a quelques mois après l'incendie, il y a 5 ans. Elle surgit comme un monument qui, quelles que soient ses convictions, est d'abord l'apothéose de l'esprit humain. Bien sûr, il y a ceux qui pensent qu'on voit dans cette magnificence l'œuvre de la main de Dieu, mais sans doute ceux-là aussi pensent que s'il en est ainsi, c'est parce que les êtres humains qui s'y sont attelés y ont mis le meilleur d'eux-mêmes. Et Notre-Dame, c'est aussi le lieu de tous les talents. Absolument, celui de tous les artisans, de tous les artistes engagés depuis des siècles dans sa création et dans ses renaissances diverses, dont celle d'aujourd'hui. Une des dernières commandes contemporaines vient d'ailleurs d'être faite à 2 artistes, Michael Barcelo et Michael Armitage. La création de 7 tapisseries originales ont annoncé ce mercredi 13 novembre l'archevêque de Paris et le Mobilier National. Il y a évidemment un signe marquant de cet enthousiasme, ce sont les dons. Absolument, Thomas. Ils ont afflué dès les premiers jours suivant l'incendie. On se souvient de l'émotion. On se souvient des courses aussi aux plus forts dons de nos milliardaires nationaux, mais pas seulement, souvent attachés à leurs racines chrétiennes et au mécénat artistique. On ignore souvent la foule immense des donateurs dont les noms sont inscrits au livre de la vie de Notre-Dame. Il y en a eu, il y en a tellement eu qu'il y en a trop de ces dons. Et il y a eu, au total, je crois, 850 millions d'euros récoltés pour 700 millions dépensés. Absolument. Et il reste donc à peu près 150 millions, un peu moins. Légalement, ils sont réservés à la rénovation et vont servir, nous dit-on, à une 3e phase de travaux extérieurs qui débutera après 2025. En fait, on va pouvoir rentrer dedans. Notre-Dame est un écrin, un bijou. C'est un lieu d'expression de tous les artisans et de tous les artistes, ce que je vous disais, mais c'est aussi le lieu d'un culte vivant de conversion. Il y en a une célèbre. C'est là, le 25 décembre 1886, devant une statue de Notre-Dame qui a d'ailleurs échappé au dernier incendie, qu'un grand dramaturge et poète, Paul Claudel, a radicalement, venu par hasard, a radicalement transformé sa vie. Un parmi d'autres, Notre-Dame aussi inspire. Merci beaucoup, Sophie. Alors, moi, je vais être beaucoup plus prosaïque. Je vais revenir aux millions, moi, et aux 140 ou 150 millions d'euros qui restent. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi on les garde à Notre-Dame. C'est la loi, c'est obligé. Ils ne pourraient pas aller en urgence aux églises qui sont très mal en point. Non, c'est les conditions de la donation. Les gens ont donné pour la rénovation de Notre-Dame. Là, il y a un petit transfert quand même, un petit transfert parce que les travaux qui sont en cours et qui vont bénéficier des 100 millions étaient prévus bien avant l'incendie de Notre-Dame. Et c'était l'État qui finançait. Donc l'État ne finance plus cette partie, il utilise la souscription pour finir la restauration des abords de la cathédrale. On ne respecte pas tout à fait l'esprit, mais bon, tout le monde est d'accord. Voilà, on a estimé qu'il fallait utiliser cet argent. Mais là, en effet, il y a une petite difficulté par rapport à la donation, c'est que comment on fait pour rembourser, il y a beaucoup de personnes qui ont donné de l'argent, c'est très difficile de rembourser, donc il faut trouver une utilisation pour la cathédrale. Je reviens sur Paul Claudel. Paul Claudel dit qu'il est rentré dans la cathédrale par ennui. Est-ce que s'il avait fallu payer 5 euros, il serait rentré dans la cathédrale ? Je ne suis pas sûr. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il serait rentré. En francs de l'époque, on aurait perdu une conversion à cause de 5 euros. C'est dommage. Bertrand Tvedo. Oui, sur l'affectation des dons, c'est une question très intéressante que nous avons suivie de très près à la Fondation du patrimoine, puisque c'est nous qui avons lancé la souscription. Et l'ayant lancé à partir d'une structure privée, nous avons donné le caractère à cette opération qui est une opération de mécénat. Et d'ailleurs, tout ceci a prévalu lorsqu'il s'est agi de négocier avec l'État au moment de la création de l'établissement public, si nous devions verser tout cet argent tout de suite à l'État, ou au contraire, selon les modalités qui sont celles qui régissent la Fondation du patrimoine, au fur et à mesure des travaux. Et c'est cette seconde solution qui a prévalu. Et donc, les dons qui ont été faits, en fait, ils sont de 2 catégories.
Vous avez les dons des petits donateurs. Il y a eu 350 000 donateurs. C'est la plus grosse opération de mécénat culturel qui ait jamais été montée au monde. 350 000 donateurs, d'ailleurs, dont 236 000 sont passés par la Fondation du patrimoine. Et pas seulement des Français, hein, ça vient du monde sur entier. La planète, hein. Il y a 70% de Français. Ouais. Bon. Et ces fonds-là, on les a mis par catégorie, et tous les petits dons, on les a affectés prioritairement à la première tranche des travaux, qui était 150 millions, qui était la sauvegarde de la cathédrale, qu'elle ne s'effondre pas. Bon. Et tous les gros dons, qui représentent quand même des sommes très considérables, 60 ou 70% du total des collectés, ont fait l'objet de protocoles donateur par donateur. Ces dons ont été faits pour réparer les conséquences de l'incendie, et arrivé au terme de la seconde tranche, il reste effectivement 150 millions. Et ce sont les donateurs, un par un, au terme de leur protocole, qui ont décidé d'affecter ce qu'ils avaient prévu à l'achèvement des travaux. C'est aussi l'avenir touristique de la France qui peut-être est en train de se jouer. En tout cas, moi, ça a été ce que ce débat a suscité comme interrogation chez moi. Avec ce chiffre qui vient de votre fondation, chaque euro engagé dans un chantier génère jusqu'à 21 € de retombées économiques grâce au tourisme. Alors, quand je lis ça, je me dis, mais pourquoi on ne rénove pas plus, Pierre Ouzoulias? Déjà, ça c'est ma première réaction. Bien sûr. Je crois qu'il faut dire, et ça c'est très fort, que la culture c'est un investissement. C'est pas un coût, c'est pas quelque chose qui grève le budget comme l'on dit, c'est un investissement. Alors c'est un investissement spirituel, intellectuel qui est évident, mais en plus les retombées sont très importantes. Et si la France est la première destination touristique du monde, c'est pas seulement parce que on est les plus polis de la planète, c'est parce qu'on a aussi des choses à montrer. On a un peu progressé avec les Jeux Olympiques. C'est parce qu'on a des choses à montrer, des choses à manger, des choses à partager. Et ça, je trouve que c'est absolument fondamental. C'est pour ça qu'il faut un engagement. Et moi, je trouve qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite avec la Fondation du patrimoine, avec le loto du patrimoine, etc. Il y a une prise de conscience générale. Tout le monde est d'accord pour travailler sur la restauration du patrimoine. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est une meilleure réorganisation des instances qui participent au patrimoine. Aujourd'hui, il y a une dispersion et il y a manifestement un nouvel échelon à trouver. Les services de l'État sont trop éloignés du terrain. Il faut trouver un échelon de proximité plutôt vers le département. C'est ce qui manque aujourd'hui. Tiens, vous parliez du loto du patrimoine. C'est quand même créé en 2018. Plus de 155 millions d'euros récoltés depuis sa création. 620 sites pris en charge, sauvés. Est-ce que vous dites, Maria Militech, qu'il y a quand même ce rayonnement français, première destination touristique mondiale, qui est en train de se jouer là? Est-ce qu'on est dans un moment un peu particulier de notre histoire? Oui, nous, on sait très bien sur le terrain qu'effectivement, 1 euro engagé va directement, quasi directement dans l'économie locale. Donc souvent, la vitalité d'un village, d'une ville, tient à son patrimoine touristique. Elle n'a parfois plus rien d'autre. Il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien qu'un musée, qu'une forge à visiter, etc. Donc je crois que la vitalité de nos régions tient au patrimoine, sa mise en valeur, sa valorisation. Encore faut-il avoir, ce qu'on disait, des acteurs de terrain, des clés, des outils qu'on appelait ingénierie culturelle, pour mettre au service du maître d'ouvrage, du propriétaire, tout l'arsenal politique, administratif, économique pour mettre à bien ses projets. Il est démuni. Donc il y a ce qu'on appelle les CAE, qui sont des conseils. C'est compliqué. Alors il y a effectivement l'architecte qui est la porte d'entrée. Encore faut-il qu'il en ait près de chez lui, dans son territoire, ce qui n'est pas évident. Souvent, on est tous au même endroit, à Paris. Pourquoi? Mais donc il faut qu'il soit... Oui, parce que l'immobilier est beaucoup plus cher. Qu'est-ce que vous faites tous à Paris? Donc déjà, nous sommes souvent loin, dispersés. Donc il faut déjà qu'il trouve son interlocuteur technique. Et ensuite, alors ça, je vais apporter une petite nuance par rapport aux devis. On fait toujours des devis aujourd'hui par ordre d'urgence et d'état sanitaire. On a toujours les mesures conservatoires, la bâche. Voilà. Donc on dit au maire, dans un premier temps, parce qu'on est obligé d'avoir ce rôle didactique et pédagogique, puisque personne d'autre ne peut le faire à notre place, parce que la DRAC est loin. La DRAC est parfois 200 km. La décentralisation fait que nous sommes les premiers rapports d'entrée. Donc nous, on dit, voilà, vous avez le rapport, on vous aide quand même à sérier les urgences, les états sanitaires, priorité, 1 an, 2 ans, court terme, moyen terme, long terme. Et puis après, on ne peut pas être partout, et puis on n'a pas le droit. Nous ne pouvons pas être jugés partis et aider le propriétaire jusque dans sa recherche de subvention. On lui dit, allez voir l'ABF, allez voir la DRAC, allez voir la Fondation du patrimoine, mais on ne peut pas le faire à sa place. Et là, souvent, le rapport ne donne pas de suite, parce qu'il est démuni. Oui, et pourtant, il y a des gens pour l'aider dans les DRAC, mais... Pardon de vous interrompre. Bertrand de Fédot, est-ce qu'on est à un moment charnière
dans notre histoire? Parce qu'on a commencé en disant, bon, c'est une situation... on va dire préoccupante, ce que nous a dit le sénateur Oudoulia, mais ça a été bien pire dans notre histoire et tout le patrimoine français n'est pas en péril. Mais est-ce que malgré tout, vous nous dites, attention, là, il y a un moment charnière? Oui, on est à un moment charnière, je pense, pour deux raisons. La première, c'est que le patrimoine prend une importance considérable dans le corps social. C'est-à-dire qu'à un moment où on a d'incontestables problèmes d'unité du corps social, disons de mémoire collective, d'histoire, le patrimoine et sa permanence est un porteur de valeurs et de valeurs communes. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, on est sorti d'une conception où le patrimoine, c'était des vieilles pierres qu'il fallait sauver. Le patrimoine est aujourd'hui un élément de construction du corps social. J'ai 1000 exemples en tête. Et donc, c'est une propriété commune. Une propriété commune. Et donc, le rôle qu'est appelé à jouer le patrimoine dans l'avenir, il est à peu près équivalent à celui qu'a joué le sport avec les Jeux Olympiques. Ce sont deux éléments incorporels qui vont contribuer de façon très significative à structurer le corps social. Donc, de ce point de vue-là, on est à un tournant. Et le second élément, je crois, c'est que ce patrimoine doit être vu différemment. Et donc, les éléments qui ont été mis en place pour le financer ou pour l'utiliser doivent être revus. Et c'est clair qu'en particulier au niveau du patrimoine religieux, il y a une réflexion qui a été ouverte, mais qui n'est pas fermée, qui est qu'est-ce qu'on peut faire de ce patrimoine religieux? Ce sont au fond, au départ, ce sont des maisons communes dans lesquelles beaucoup d'activités se sont passées. Et je vois, moi, au niveau de la Fondation du patrimoine, nous avons lancé une opération qui s'appelle l'opération Sésame, l'opération Ouvre-toi. Bon. Nous décernons chaque année, nous avons fait 15 prix cette année, sur des opérations qui sont extrêmement éclairantes là-dessus. Et donc, le patrimoine religieux, sans porter atteinte au primat cultuel de ces églises, peut servir à l'animation du corps social, notamment au niveau des communes. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. J'ai rappelé le titre de votre livre, Marie-Amélie Tech, Notre-Dame à cœur ouvert. C'est aux éditions Pierre Tecky. Vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr, en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Notez enfin que l'invité de la matinale demain, ce sera François Sauvadet, le président de l'Assemblée des départements de France, président du conseil départemental de Côte d'Or. Belle soirée et à lundi. Vive le patrimoine.